Éco-anxiété, agir, c'est guérir, nous-mêmes et la planète. Pics de température, incendies, tornades, le changement climatique est une réalité que nous vivons désormais partout, en toute saison. En s'inscrivant dans notre quotidien, la crise écologique peut générer une véritable angoisse qui porte un nom, l'éco-anxiété. Face à la montée des discours alarmistes, il est grand temps d'agir. C'est ce que vous propose Aesio Mutuel à travers ce podcast Éco-anxiété, agir, c'est guérir. Notre objectif, vous donner des clés pour aborder avec plus de sérénité les problématiques environnementales et cultiver une pensée positive qui favorisera le passage à l'action. Je suis Stéphanie Reynaud et je vais vous démontrer avec l'aide de psychologues, psychothérapeutes et de jeunes engagés pour l'environnement que les prévisions actuelles ne sont pas une fatalité. Nos actions ont encore le pouvoir de limiter notre impact sur l'environnement. Oui, il est encore temps d'agir. Bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de ce podcast. Pour conclure cette série, nous avons choisi de vous présenter Hélène Grosbois. Elle nous racontera son parcours assez atypique qui l'a menée sur la voie de la recherche constante d'autonomie. Elle réfléchit chaque jour à la meilleure façon de réduire sa consommation quotidienne. Hélène Grosbois, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours ? Oui, bien sûr. Donc, je travaillais dans la banque, à la Société Générale, pour la direction des activités de marché. Et puis, c'était très intéressant. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais au bout d'un moment, j'avais fait un peu le tour de mon poste et de la banque. Et puis, j'avais envie aussi d'essayer de faire quelque chose pour l'environnement. Parce que je voyais bien qu'il y avait un problème et j'avais envie d'essayer de participer à résoudre ce problème. Donc, j'ai quitté la Société Générale. Et puis, j'ai d'abord travaillé dans quelques startups vertes, puis au WWF, et puis à la fin à Bruxelles, dans une ONG, j'étais lobbyiste pour la finance verte. Et en fait, ça correspondait pas vraiment à mes valeurs et à mes attentes. Et donc, j'ai commencé à me demander comment faire pour vraiment participer à cette cause qui me tenait à cœur, mais de façon concrète. Pas en se racontant des histoires dans des bureaux. En fait, moi, j'avais aussi besoin, je pense, de profondeur, de vérité, de me reconnecter à la nature, puisque je voulais participer à résoudre le problème environnemental. J'avais besoin de cohérence, en fait. Donc, ça m'a amené à me reconnecter à la nature et au vivant, et donc à quitter la ville et à partir à la campagne, dans un parc naturel en France, où j'ai pu acheter une maison que j'essaye de rendre autonome le plus possible, sobre et autonome. Et c'est à travers l'acquisition et la réhabilitation de cette maison qu'a commencé votre recherche d'autonomie. Oui, tout à fait, parce que, si vous voulez, à force de travailler le sujet environnemental, je me suis rendu compte que la nature et le vivant, parce que oui, il y a un problème de climat, mais il y a un problème plus global de relation au vivant et à l'environnement, et donc à la biodiversité. D'ailleurs, on sépare très souvent ces deux sujets, mais c'est bien parce qu'on détruit la biodiversité qu'on a modifié le climat et aujourd'hui, parce qu'on brûle de la biomasse, que sont les énergies fossiles, qu'on modifie le climat. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai compris que l'agriculture, c'était la clé de tout, c'était la clé de notre civilisation, de ce qui avait changé la trajectoire de l'homme et de l'homme dans son environnement, ce qu'on a appelé l'anthropocène, et aussi parce que l'agriculture aujourd'hui, ça représente 50% de la surface de notre pays. C'est aussi une moyenne mondiale. Et puis alors, l'impact de l'agriculture aussi sociétal, quoi. En fait, c'est un sujet qu'on doit tous se réapproprier. Si on veut faire une agriculture qui est durable, il va falloir vraiment qu'on se réapproprie tout ce sujet de l'agriculture, de l'alimentation. Et donc, une agriculture durable, elle est aussi en partie autonome. Moi, ma recherche d'autonomie, elle est vraiment axée sur l'eau et la nourriture, moins sur l'énergie, parce que je considère que c'est moins important à mes yeux. Et puis aussi parce que ça me permet de restaurer le vivant, de faire une agriculture qui est durable. Je plante des arbres, je fais pousser des plantes, tout ça, ça permet de recréer du sol, ça permet de capturer du carbone, etc. Hélène, est-ce que vous diriez que vous êtes éco-anxieuse ? Oui, bien sûr. Moi, d'ailleurs, je considère qu'aujourd'hui, être éco-anxieux, c'est un signe de bonne santé, de santé mentale. Mais bien sûr, je suis éco-anxieuse. Après, comme j'ai ce projet, en fait, pour essayer de restaurer à mon échelle la nature et de réduire mon impact le plus possible, ça, c'est clair que ça me permet de réduire énormément mon éco-anxiété.
Avec quels moyens chaque jour vous essayez de lutter contre cette éco-anxiété ? Voilà, en plantant des arbres, en plantant des plantes, en ne tondant pas, en essayant d'offrir ici un espace pour que le vivant puisse se développer. Et puis, ouais, c'est ça, c'est que dès que je commence à me poser trop de questions, je passe à l'action. Parce que quand je suis en train de construire une serre, construire une pergola, mettre du grillage, préparer mes zones de culture, faire du compost, je suis attelée à mon activité et je suis pas en train d'être anxieuse. Alors, on va avec vous voir quels sont les moyens d'action au quotidien que vous mettez en place. Ça ressemble à quoi une journée type dans la vie d'Hélène Grosbois, jalonnée d'actions éco-responsables ? Moi, je commence à travailler assez tôt. L'été, 8 heures, l'hiver, 8h30 ou 9 heures. Et puis, en fait, moi, je fais une grosse journée d'une traite. Donc, je vais faire des activités qui sont en lien avec l'autonomie alimentaire. Hein. Donc, que ce soit l'eau, c'est tout un système de récupération d'eau, d'autonomie en eau. Et puis, autour du potager et aussi repenser le potager, quoi. Pas seulement penser les légumes d'été. Donc voilà, je fais une grosse journée d'une traite où je fais une pause le midi où je ne mange pas parce que je me suis rendu compte que sinon j'avais trop de mal à m'y remettre après. Et donc je travaille jusqu'à 16 heures et ensuite voilà, je me fais un bon repas. Moi ici, j'accueille beaucoup de gens au woofing. Le woofing, c'est un troc en fait où on accueille les gens et ils sont chauffés, nourris, logés. Et on essaie de leur apprendre plein de choses autour du potager, en l'occurrence chez moi. Et puis ils aident au jardin en échange. Alors Hélène, on va s'arrêter un instant sur l'autonomie alimentaire. Vous aviez dit que c'était très important pour vous. Quels conseils vous pourriez donner aux auditeurs pour essayer de se créer ou de renforcer une certaine autonomie alimentaire ? Je sais que ça paraît incroyable, mais ce serait bien d'acheter de la terre. D'une façon ou d'une autre, je pense que si on veut pas trop subir tout ce qui va arriver et en plus, voilà, en profiter pour essayer de restaurer, donc plutôt d'aller dans le bon sens que dans le sens actuel qui est plutôt de l'ordre de la destruction. Oui, je pense qu'il va falloir quand même quitter la ville si on veut parler d'autonomie alimentaire. Ceux qui sont en ville, je pense que quand même, il faudrait qu'ils essayent de regarder autour de chez eux s'il y a des AMAP. Ils peuvent aussi faire un peu quand même de la culture en pot. On peut arriver à cultiver en pot et à avoir quand même certains produits au quotidien faits maison, entre guillemets. Oui, oui, bien sûr, on peut faire des tomates en pot. Dans les appartements, on peut avoir des plantes aromatiques. Bon, ça, il y a déjà des gens qui le font, mais souvent, leurs petites plantes, elles meurent rapidement, mais parce qu'il faut les mettre dans des grands pots. Mais on peut faire des tomates, on peut faire des tours de pommes de terre, on peut avoir du basilic, de la menthe, de la coriandre, plein de choses quand même. Ouais, même des tours à pommes de terre, on peut faire des champignons aussi. Ça s'achète, que ça carrément des boîtes déjà ensemencées de champignons. Et puis pour ceux qui en ont vraiment l'envie et le moyen, essayer d'acheter de la terre, quoi. Acheter de la terre, pas seulement pour la posséder, mais pour la travailler, pour l'ensemencer, la planter. Ouais, c'est ça, pour essayer de restaurer un peu le vivant. Essayer d'avoir des lieux où le sol n'est pas travaillé, où on met pas de produits, où on tombe pas. Ça devient c'est très très difficile à trouver aujourd'hui en Occident, quoi, malheureusement. Et est-ce que ça peut être intéressant d'acquérir justement une terre qui, elle, a été dégradée, qui est peut-être polluée, qui est en souffrance, pour essayer de la réhabiliter doucement ? Oui, oui, bien sûr. Ça prend du temps, en fait, parce qu'en gros, ce qu'il faut faire principalement, c'est ne rien faire. Ça, ce serait bien. Ça, on a beaucoup de mal aussi en Occident, de la pratique du non-agir. D'ailleurs, pratiquer le non-agir, en soi, c'est un contresens. Ça montre à quel point notre langue, en fait, est tournée vers l'action. Il faut laisser le temps, laisser à la nature revenir et faire son travail. Il y a plein de plantes dépolluantes, laisser tout le monde se réinstaller et rendre le sol de nouveau avec une dynamique, en fait, vivante, quoi. Vous parliez tout à l'heure d'une recherche également d'autonomie en eau. Parce que lorsqu'on plante, lorsqu'on cultive, l'eau c'est un peu le nerf de la guerre, avec le soleil bien sûr et une bonne terre. Comment est-ce que vous y parvenez ? Est-ce que vous avez des trucs et astuces que vous pourriez partager, à la fois dans la culture, mais peut-être dans la consommation aussi quotidienne ? Bien sûr, ouais. Alors, moi, justement, comme j'ai ma source, je suis ma consommation de près, puisque malheureusement, avec les sécheresses, les sources sont en train de se tarir un peu partout. Hein. Je suis au nord de la France, en moyenne montagne, hein. Je suis pas du tout dans le sud. Mais c'est déjà un très gros problème. En fait, faut tout laver moins. En fait, ça, s'il y a plein de choses qu'on peut faire en ville, sans être à la campagne, et qui vont déjà, aider énormément. Laver moins tout, en fait. En général, se laver moins sa maison, laver moins ses vêtements, moins laver. Moi, je suis très fière de ne plus aller aux toilettes dans de l'eau, potable ou pas potable, mais même dans de l'eau, ça n'a aucun sens, hein, puisque tous ces le produit des toilettes, il devrait servir à créer de l'humus, du sol, de la terre, en fait. Mais c'est valable aussi sur la nourriture, d'ailleurs.
C'est qu'en fait, on fait tellement n'importe quoi que on a de la marge facile pour décroître. Il faudrait simplement repenser, par exemple, le gaspillage alimentaire a augmenté avec la taille des frigos. C'est complètement dingue. Donc en fait, si on réduit par 2 la taille des frigos des gens, bah, ils arrêteront de les remplir de façon un peu mécanique, quoi. La consommation énergétique, c'est aussi un point central d'une problématique climatique, notamment. On essaie tous d'être plus ou moins raisonnables, et certains ne savent pas forcément comment bien faire, à part éteindre la lumière lorsqu'on quitte une pièce, qui semble l'évidence, encore que. Est-ce que vous pourriez leur donner également des conseils, peut-être un petit peu plus efficaces, un petit peu plus originaux ? Bah oui, moi par exemple, je mets mon chauffe-eau que quand j'en ai besoin, en fait. Je laisse pas tourner en permanence à fond, chauffer des grandes quantités d'eau que je vais pas utiliser. Ouais, quand même baisser le chauffage, mettre un pull. Franchement, je sais que ça paraît tout simple, hein, utiliser un gant de toilette pour économiser de l'eau, quoi. C'est des petites choses comme ça. Et franchement, ça rend pas la vie plus difficile ou désagréable. Vraiment. En fait, ça, c'est des vrais impacts concrets, instantanés, que je trouve hyper satisfaisants et faciles à faire, en fait. Après, évidemment, arrêter d'acheter des bananes, des mangues, des trucs qui viennent de l'autre bout de la terre. Mais ça, je pense que les gens en ont conscience. Bon, et puis, faut essayer d'acheter bio. Tout le monde dit oui, ça coûte cher, etc. Bon, je pense que pour une partie des gens qui disent ça, c'est une partie de choix et pas vraiment de contrainte. Et pour l'autre partie, c'est parce que c'est un peu ce que je disais aussi au début, c'est qu'il faut se réapproprier tout ce sujet d'alimentation. Et ça passe aussi par cuisiner, en fait, même si malheureusement c'est l'inverse qui se produit, mais d'ailleurs dans toutes les CSP, puisque maintenant les jeunes cadres mangent Uber 5 fois par semaine. Donc réapprendre à cuisiner, réintégrer des produits, alors si possible du jardin, du balcon, aussi locaux, voire un peu plus loin, en tout cas bio, quoi qu'il en soit. Oui. Le principal sujet, c'est l'alimentation. On ne se rend pas compte de combien on mange chaque année, de kilos de nourriture, c'est ça le plus gros impact aujourd'hui sur la biodiversité. Voilà, moi, c'est ça ma priorité, quoi. Alors, vous êtes une véritable adepte du fait maison. Quelles sont les réalisations que vous pourriez peut-être conseiller aux auditeurs ? Moi, je sais que j'ai un peu toujours tout fait moi-même. Mais c'est vrai qu'en ville, c'est pas facile de faire des choses qui restaurent le vivant. Ouais, je les engage, je reviens là-dessus, mais essayer de faire au maximum d'agriculture. Mais même à Paris, dans les villes, maintenant, ils mettent à disposition des espaces pour planter des plantes, faire des potagers. Essayer de regarder autour de chez vous, là, s'il n'y a pas de l'agriculture urbaine qui s'installe, des jardins partagés quelque part. C'est ça qu'il faut essayer de faire soi-même, c'est sa nourriture. Moi, c'est ce qui me paraît vraiment le plus important. Et se remettre à cuisiner, ou en tout cas apprendre à le faire peut-être, ouais. Tout à fait, essayer de cuisiner en achetant des produits bio de maraîchers, d'AMAP du coin, ça vous coûtera beaucoup moins cher que dans les supermarchés. Moi, c'est ce qui me paraît vraiment qui aura le plus grand impact. Après, il y en a aussi quand même, heureusement, une bonne partie qui sont pas en ville, hein. Et eux, ils peuvent faire plein de choses, comme faire leur propre terreau, faire leurs propres semences. Enfin, il y a 1000 choses à faire et à apprendre, et c'est extrêmement intéressant. Même si vous n'avez pas de jardin, intéressez-vous à la biologie, à la botanique, parce que si l'environnement, ça vous intéresse, c'est ça principalement en fait le sujet, quoi. C'est un sujet de vivant, donc de bios en grec, ça veut dire la vie. Voilà. Merci Hélène Grosbois, peut-être pour le mot de la fin, un tout dernier conseil ? Oui, je vais rebondir sur, intéressez-vous aux écologues, aux biologistes, aux botanistes, aux zoologistes, aux paléontologues, aux anthropologues, à tous ces gens qui sont les spécialistes du monde vivant. Voilà, il faut qu'on essaye un petit peu de sortir de toutes ces visions d'ingénieurs et de comment on va verdir l'industrie, etc. parce qu'on est en ville et qu'on se rend pas compte que en fait c'est même pas ça l'environnement. L'environnement c'est la nature, donc intéressez-vous à la nature et vous vous rendrez compte que c'est incroyablement beau, source d'émerveillement incroyable et hyper enrichissant. Enfin, vraiment, c'est d'une complexité et d'une beauté qui dépasse tout ce que l'industrie ne fera jamais. Merci beaucoup, Hélène. De rien. Merci beaucoup, Stéphanie. Ce podcast vous est proposé par Aesio Mutuel, deuxième acteur mutualiste en France. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. À bientôt.